Je brise les scellés et je pénètre dans les appartements du sieur Bonduel. Double porte, la seconde est fermée par une serrure à carte numérique. Régime de faveur et sans doute des choses à protéger. Je comprends lorsque je vois le mobilier et les tableaux, l'appartement est somptueux. Deux officiers se mettent à ouvrir les tiroirs, les armoires, les dossiers. J'examine le joli secrétaire Empire, au pied duquel je repère un chargeur carré blanc de PC portable. C'est un chargeur Apple avec son système pratique d'enroulement du câble, mais pas d'ordinateur. Il faudra interroger les personnels qui connaissent la chambre, femmes de ménage, infirmières particulières. Dans un tiroir du secrétaire, je trouve deux enveloppes postées depuis Toulon le même jour et contenant chacune une figurine d'Indien décapité, la tête à part. Dessous, une date gravée sur le socle, 16 avril 1945. Même type d'étiquette imprimée, collée sur les enveloppes, l'une adressée à Simon Lefiel, l'autre à Robert Bonduel. Je demande à revoir l'infirmière de Bonduel. Un gendarme va me la chercher dans la grande salle du second étage. Elle entre dans l'appartement où elle se trouve immédiatement en terrain de connaissance. Elle s'assoit dans le canapé, on dirait qu'elle est chez elle. Je lui pose des questions précises auxquelles elle répond d'une voix posée. Elle semble avoir recouvré tous ses moyens. Elle prenait son service le matin à 7h30 et quittait Monsieur Robert après son dîner une fois au lit. Avez-vous remarqué un changement de comportement ces derniers jours chez votre patient ? Elle hésite un peu, réfléchit à la formulation de sa réponse. Peut-être, oui, mais sans pouvoir l'affirmer. En y prêtant bien attention, il est possible que M. Robert ait manifesté des signes d'inquiétude inhabituels depuis quelques jours. J'ai pensé que c'était à cause de son travail. Il passe beaucoup de temps avec son ordinateur. Il regarde des comptes, tout ça. C'est encore un homme très important dans sa société, vous savez. La porte ferme avec une carte-clé. Qui en dispose ? Eh bien moi, monsieur Robert, et la direction pour que la femme de chambre puisse accéder à l'appartement. Mais elle rend la carte immédiatement après son ménage. Je sélectionne une touche sur mon portable et j'appelle Arditi. Jean-Louis, pourrais-tu vérifier que la carte-clé qui ouvre la porte de Bonduel se trouve bien dans le bureau de la direction ? Je poursuis l'interrogatoire de l'infirmière. Il y avait un ordinateur dans cette pièce. Oui, hier soir, lorsque je suis partie, il y était encore. Qui est rentré dans cette pièce depuis hier soir ? Personne, sauf si M. Robert a sonné des aides de nuit, mais c'est très rare. On vérifiera. Et ces enveloppes, ça vous dit quelque chose ? Elle considère les enveloppes sans oser y toucher. J'en entr'ouvre une et je lui montre son contenu. Oui, M. Robert en a reçu une il y a quelques jours. Ça a eu l'air de le contrarier. Et puis, il m'a demandé de lui arranger un rendez-vous ici, dans sa chambre, avec M. Simon Lefiel, un vieil ami à lui qui résidait aussi au Lys Blanc, mais qu'il ne voyait presque jamais. Il préférait rester ici dans son appartement. Il n'aimait pas se mélanger aux autres. Ça me casse le moral, disait-il. Et puis, c'est là qu'il a reçu un appel de M. Simon. Il voulait voir M. Robert le plus vite possible. C'est moi qui suis allée le chercher dans sa chambre pour l'emmener avec sa chaise roulante. Il vivait dans une chambre un peu plus loin, au même étage. Avant que je l'emmène, il a pris sur lui une enveloppe qui ressemblait à celle que M. Robert avait reçue. Je suppose que c'est l'une de celles-ci. Je crois qu'il l'a laissée à M. Robert en repartant. Vous avez dit qu'il vivait ? Pourquoi utilisez-vous l'imparfait ? C'est qu'il est décédé il y a 8 jours, le malheureux, pas longtemps après son rendez-vous avec M. Robert. Mon téléphone sonne, c'est Jean-Louis qui me rappelle. Oui, la carte-clé est bien dans le bureau de la directrice. J'ouvre le message qui vient d'arriver sur ma boîte à courriel. Il provient du docteur Monfrand, le médecin légiste. Je parcours son rapport d'autopsie et 2 détails accrochent mon attention. Il a trouvé des fibres de coton dans la bouche de la victime, accrochées au crochet de son dentier. Il a relevé aussi de légères traces d'hématomes symétriques sur les bras à hauteur des biceps, comme si on avait exercé une contention, mais pas causée par un lien, plutôt par une pièce d'étoffe large. Cette fois, pour moi, c'est clair, quelqu'un a balancé Bonduel dans l'escalier après l'avoir ligoté et bâillonné. La maison est fermée la nuit, ça ne peut donc être que quelqu'un de l'intérieur, mais vu l'état général des résidents, je pense évidemment à un personnel de l'établissement ou à un visiteur qui aurait pu se laisser enfermer la nuit. Je suis tentée de conclure que l'assassin est aussi celui qui a expédié les petits Indiens décapités,
Impossible de ne pas penser à un courrier de menace, un avertissement morbide. J'informe le procureur de mes conclusions, il me charge de poursuivre l'enquête. Le sénateur Bonduel m'a demandé de le tenir au courant, ça tombe bien parce que j'ai des questions à lui poser. Je compose son numéro et il prend l'appel aussitôt. Bonjour sénateur, nous avons avancé. Je suis désolé mais nos conclusions nous laissent penser que votre père a été assassiné. Le procureur a ouvert une enquête. Un ange passe. Il va falloir que nous nous voyions, sénateur. Mais en attendant, savez-vous qui aurait pu en vouloir à votre père? Il avait des ennemis? On ne monte pas une entreprise comme BT Transport sans se faire d'ennemis, capitaine. Mais franchement, assassiner un vieillard de 87 ans dans sa maison de retraite, cela me dépasse. C'est incompréhensible. Vous n'avez pas encore de suspect, si je comprends bien. Non, pas encore, mais la maison est enfermée la nuit, les hypothèses sont réduites, nous aurons vite fait le tour. Nous avons commencé à interroger le personnel. Il est possible aussi qu'un visiteur se soit laissé enfermer dans les lieux pour la nuit, un parent ou un fournisseur, un ambulancier. Ce ne sont pas les endroits qui manquent pour se cacher l'espace d'une nuit. Tenez-moi au courant quand vous aurez quelque chose, n'importe quoi. Il coupe la communication sans me laisser le temps de répondre, mais il se fourre le doigt dans l'œil. Il n'est pas mon patron, et tout sénateur qu'il soit, l'enquête se déroulera dans les règles. 3 jours plus tard, on a interrogé à peu près tous les résidents capables d'apporter un témoignage intelligible sur les 3 niveaux. Au second, à l'étage de la victime, personne n'a rien entendu. L'un des pensionnaires, Charles Herman, nous a donné son point de vue sur le fonctionnement de l'étage, habitudes de vie des résidents, cérémonial des repas. Le seul dont il ne peut pas parler, c'est Robert Bonduel lui-même. En 6 mois, il dit qu'il l'a vu sortir de sa chambre pas plus de 3 ou 4 fois, toujours accompagné par son infirmière particulière. Étonnant ce Herman, je me demande ce qu'il fait ici. Je lui ai demandé pourquoi il vivait au Lys blanc, pour s'y sentir chez lui lorsqu'il ne pourra plus faire autrement, m'a-t-il répondu. À méditer pour mes parents qui doivent avoir à peu près le même âge que lui. Nous avons de nouveau interrogé les 2 aides-soignants de nuit impliqués dans l'histoire. Ils sont formels, à aucun moment ils n'ont été appelés par Bonduel après le départ de son infirmière particulière. La secrétaire qui distribue le courrier dans les chambres a été interrogée elle aussi à propos des petits Indiens arrivés décapités dans leurs enveloppes. Elle se rappelle bien ces 2 enveloppes identiques arrivées le même jour, mais elle a révélé qu'il y en avait 3 en réalité. Elle ignorait ce qu'elles contenaient jusqu'à ce qu'elle ouvre la 3e pour rendre service à son destinataire, un vieux grabataire qui est resté sans réaction lorsqu'elle lui a montré le contenu. Comment s'appelle ce monsieur? Bouvard. Simon Bouvard. Le prénom m'interpelle immédiatement. Encore un Simon. Coïncidence ou pas, impossible de ne pas penser que ces petits Indiens font partie du puzzle. Il faut retrouver le corbeau. Sur mon bureau, mon téléphone sonne. C'est le spécialiste informatique de la brigade. Julie, j'ai épluché les appels et les connexions récentes de Bonduel auprès de son fournisseur d'accès. Il y a une connexion vers le site d'une banque offshore des îles Caïmans vers 23 heures, soit 2 heures à peine avant sa mort. Intéressant ça. Il a consulté un compte, passé un ordre. Ça, mystère. Le site est extrêmement sécurisé, protégé par un mot de passe, des pare-feux. Impossible d'établir un historique de sa navigation. Ces derniers jours, j'ai passé de longues heures à discuter avec Raymonde. Nous nous fréquentons depuis quelques mois seulement, pourtant j'ai l'impression qu'elle est une vieille amie, que nous nous sommes toujours connus. Elle me montre un type en costume bleu foncé qui vient d'entrer dans la salle. La trentaine, assez grand, avec un visage dur, des yeux gris et des oreilles décollées, épaisses comme des blinis. L'une d'elles semble avoir été déchiquetée par un chien en colère. « Vous avez vu ce gars, Charles ? C'est un inspecteur de l'agence régionale de santé, il paraît. » Dixit Priscilla. « Il est arrivé hier et Myriam nous a demandé de répondre à toutes ses questions. Ça a dû faire des vagues après le coup des poils du chat et la chute de Bonduel dans l'escalier. » Guère gracieux, je commente.
C'est aussi ce que pense Priscilla, mais elle dit que ce n'est pas étonnant que l'inspection de l'ARS ait été saisie. Il paraît qu'il est resté longtemps dans le bureau de Myriam, et maintenant il fait le tour des résidents, enfin, de ceux qui peuvent témoigner d'une façon sensée. Oh, ce genre d'inspection existe dans toutes les boîtes, Raymond. Et dans ce cas, vous avez intérêt à jouer le jeu sincèrement et sans chercher à finasser. J'ai connu ça au journal plusieurs fois. Je suis heureux d'être sorti de toutes ces conneries. Je le trouve pourtant indiscret. Il pose beaucoup de questions personnelles tout de même. À propos de questions, Charles, que pensez-vous de l'enquête? Nous y voilà donc. Maligne comme Philippe Marlowe, Raymond s'est tout de suite posé les bonnes questions après le coup du chat et le décès brutal de Bobby. Elle me rapporte les bruits de couloir et m'apprend que l'affaire n'a pas été classée. L'enquête se poursuit. Une suspicion de meurtre, vous vous rendez compte? Elle se régale à jouer les détectives, se projette dans la tête du capitaine Templar, la flic chargée du dossier. Pour elle, c'est du gâteau, Charles. L'affaire se déroule en vase clos, c'est du Agatha Christie tout craché. Ça fait peur de penser que l'assassin est peut-être quelqu'un que nous côtoyons tous les jours. Du gâteau, j'espère bien que non. Mais je suis d'accord avec elle. J'ai bien vu que les flics menaient leur enquête avec méthode. J'ai été passé à la moulinette comme tous ceux du second, mais pour le moment, je ne suis pas inquiet. Comment diable savez-vous tout cela, Raymond? Vous m'étonnerez toujours. Ah, c'est que les flics parlent entre eux sans se soucier de qui les écoute. Vous savez, Charles, ils nous prennent tous pour des gâteux, sourds et Alzheimer. J'ai surpris une histoire de figurines d'Indiens qu'ils ont retrouvées dans la chambre de Bonduel. Il y aurait aussi un ordinateur qui a disparu. Robert Bonduel a eu les funérailles qu'on pouvait attendre. Cette fois, je ne m'y suis pas rendu, je lis le compte-rendu dans le journal. Alors que les circonstances de la mort de Robert Bonduel, père du sénateur Éric Bonduel et ancien président de la société AB Transport, n'ont toujours pas été éclaircies par la police, ces funérailles ont rassemblé plus de 1000 personnes à la cathédrale de Toulon. L'évêque a prononcé une très belle oraison, rappelant tout le bien que Robert Bonduel a fait pour sa ville et son département depuis 1945, date de création de cette belle entreprise, devenue l'un des premiers employeurs du département. Le journaliste en a fait des tonnes. S'il avait su ce que je savais, il n'aurait sans doute pas léché le cul du sénateur avec autant d'application. Les flics enquêtent toujours, mais pour le moment, pas de vague, même si j'ai encore l'impression de baigner dans l'adrénaline. Je suis allé au bout de mon projet, j'ai éliminé ces deux pourritures, débarrassé la planète de ces deux merdes. Le troisième Cheyenne s'en ira tout seul, et sans que je l'aide. Mais en même temps, je mesure ce que j'ai fait. Par moments, le remords me rattrape par vagues. Putain, j'ai tout de même tué ces types, ça n'est pas rien. Puis la vague repart, je me raisonne, et mon niveau d'inquiétude redescend. Flux et reflux. À ces moments, je crois encore que je peux me permettre de rester serein. Assis à mon bureau, devant la fenêtre entr'ouverte par laquelle me parviennent des effluves d'été, j'ai la photo de Madeleine dans les mains, celle de ma sœur d'avant le drame. Resplendissante de jeunesse, icône du bonheur personnifié. Je me demande si je ressemblais un peu à cette image lorsque j'avais 14 ou 15 ans. On frappe à ma porte. « Oui, entrez !» Je replace la photo de Madeleine dans le coffret à bijoux et je referme le couvercle. C'est Priscilla. Je lui trouve une mauvaise mine, l'air tristounet, et j'ai l'impression qu'elle a pleuré. « Bonsoir, Charles. Vous n'étiez pas dans votre chambre tout à l'heure lorsque je suis passé avec le chariot de médicaments. Je suis remonté pour vous les donner. » Je la remercie et lui glisse un mot gentil. Je n'aime pas la voir dans cet état. Ça n'a pas l'air d'aller très fort aujourd'hui, Priscilla. Des soucis? Son regard se perd dans la forêt de pins au-delà de ma fenêtre, et ses yeux s'embuent. Elle est au bord des larmes. Je lui prends les mains. Nous sommes face à face. Brusquement, il n'y a plus que ces larmes qui comptent. Je suis bouleversé, je voudrais les étancher, retrouver son sourire,
sa lumière. C'est son mec. Elle est en train de se faire larguer. Tout va mal. Elle me raconte une histoire classique, un bourricot qui ne voit pas la chance qu'il a. J'essaie de la consoler, mais ça passe pas. Comment une telle femme peut être amoureuse d'un pareil connard? Elle éclate en sanglots, je la prends dans mes bras, elle se colle contre moi. Son corps est chaud, instant délicieux, improbable. Elle lève la tête, nos regards se croisent, je ne vois plus que sa bouche, toute proche, ensorcelante, et je ne sais plus ce que je fais, je dérape, mes neurones court-circuitent, je dépose un léger baiser sur ses lèvres. Elle ne cherche pas à l'éviter, je ne sais plus où j'habite. Puis c'est le retour sur terre, brutal. Elle est rouge de confusion, me repousse légèrement, recule, ne trouve pas ses mots. Moi je ne sais plus où me mettre, je balbutie une excuse inintelligible, j'ai peur de sa réaction, pourtant ses yeux me disent qu'elle ne m'en veut pas. Je finis par lâcher ses mains, j'ai vraiment déconné, mais qu'est-ce qui m'a pris? Elle a retrouvé son sang-froid, il vaut mieux qu'elle écourte sa visite. Bonsoir Charles, à plus tard. Et elle sort de ma chambre. J'ai encore la douce sensation de ses lèvres sur les miennes, mais je suis consterné et je me trouve dégueulasse d'avoir profité de la situation. Je ne peux pas la laisser partir comme ça, je la rattrape dans le couloir, au moment où elle s'apprête à prendre l'escalier. « Priscilla !» Je me répands en excuses, je lui dis que je suis désolé, que cela ne se reproduira plus. Je la supplie de me pardonner. Elle sourit de son sourire d'ange. « Ça n'a pas d'importance, Charles, je comprends. On oublie ça tous les deux, n'est-ce pas? Ça ne s'est jamais passé. Vous savez, de toute façon, je crois que je vais partir, quitter la ville, la région peut-être. Je ne l'ai encore dit à personne. » La nouvelle m'anéantit. Elle me sourit encore une fois et poursuit sa descente, tandis que, figé sur le palier, je murmure « Moi, je n'oublierai jamais Priscilla. » Je retourne dans ma chambre. Il faut que je réfléchisse à la suite des événements. À présent que j'ai mené à bien mon projet, je n'ai plus aucune raison de moisir ici. Je crois que je vais patienter quelques semaines, attendre que les choses se tassent, et je réintégrerai mon appartement à la Seine. Je retrouverai mes partenaires de bridge, mes longues promenades le long de la plage, mon goût de la vie. J'expliquerai les choses comme il faut, expérience ratée, mauvais plan, et je quitterai les lys blancs et Haute-Rive pour toujours, comme Priscilla. Je m'assois à mon bureau et je repense à ces dernières semaines quand tout a basculé. Bon Dieu, je n'aurais jamais pensé en arriver là. Mais je ne regrette rien, Madeleine, tu méritais cette croisade. J'ouvre à nouveau la boîte à trésors de ma sœur, j'ai besoin de revoir cette photo d'elle radieuse qui donne tout son sens au meurtre insensé que je viens de commettre. Un détail attire mon attention. Il y a quelques minutes, juste à l'arrivée de Priscilla, je suis certain d'avoir placé la photo sur le dessus, juste sous le couvercle, par-dessus le peigne, les petits bijoux, le médaillon de Johnny Hallyday et la chaînette de Bobby avec sa plaque. Mais la seconde photo, celle où elle apparaît le crâne rasé, était bien au fond, posée à plat. L'ordonnancement semble avoir été déplacé. À présent, les deux photos sont l'une au-dessus de l'autre, par-dessus les autres objets. Une inquiétude nauséeuse me tord brusquement l'estomac. Mes doigts affolés fouillent la boîte sans vouloir admettre que ce n'est plus là. Je retourne fiévreusement le coffret pour en répandre le contenu sur ma table, et il me faut bien me rendre à l'évidence. La chaînette et la plaque de Bobby ont disparu, et je suis certain qu'elles étaient bien sous mes yeux quelques minutes plus tôt. Une suée froide m'envahit. Comment est-ce possible? Bon Dieu, ça s'est passé au moment où je suis sorti de ma chambre pour accompagner Priscilla. Ma relative sérénité a volé en éclats. Je suis mort de trouille. Quelqu'un sait. Crise de panique. Au lys blanc, où tout le monde se balade n'importe où dans les couloirs, ça peut être n'importe qui. Je tente de me calmer et je passe en revue les possibilités. Fatima? Forcément, c'est Fatima qui veut me tenir par les couilles pour me faire chanter. Retour de situation. La chaînette marquée Bobby établirait évidemment un lien très compromettant si elle tombait dans les mains des flics. Mais
comment pourrait-elle connaître de tels détails? Non, c'est insensé. C'est forcément quelqu'un qui connaît l'histoire des Cheyennes, l'histoire de Bobby. Un nouveau nom s'impose à mon cerveau paniqué, Cortésie. C'est le seul qui pourrait être capable de faire le lien. Mais comment pourrait-il savoir que je possède cet objet? Je n'ai jamais parlé de cette plaque à personne ici. Et puis, Cortésie m'a toujours semblé franc du collier, à moins qu'il m'ait utilisé pour régler des comptes lui aussi. Je me rappelle les deux Siciliens qui me regardaient avec cet air inquiétant à l'enterrement de sa femme. Comment ces trois-là pourraient-ils être concernés par cette histoire? Cette fois, l'optimisme m'abandonne. Je vois brusquement tout en noir. Malade d'angoisse, submergé par le remords et les conséquences de mes actes si je suis découvert, j'ai presque envie de me livrer aux flics et de tout leur raconter. Je cherche à me maîtriser. J'ouvre mon petit frigo et en sors une bouteille de scotch que je consomme par petits coups, souvent le soir après dîner. Je m'en sers un bon verre. L'alcool me brûle agréablement l'œsophage et le coup de fouet est immédiat. Il faut que je réfléchisse, que j'aille marcher. Puis, la réponse me tombe dessus, comme une évidence. Éric Bonduel. Il a été évidemment mis au courant du déroulement de l'enquête, et depuis qu'il sait que son père est mort assassiné, il mène son enquête de son côté. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme qui a tué son père est aussi celui qui a tenté d'assassiner Simon le Fiel. Et à présent, il se doute que cet homme est entré dans l'ordinateur de Bobby et a eu accès à des informations qui pourraient se révéler des plus compromettantes pour lui. Dans un éclair de lucidité, j'allume mon MacBook et j'ouvre le navigateur Internet. Je tape l'adresse de la Cayman Bank of Investment et je saisis les codes d'accès de Bobby. Que dalle, je ne peux plus entrer sur le compte offshore, quelqu'un a changé le mot de passe. Ça ne peut être qu'Éric Bonduel. 4 secondes plus tard, je mesure les conséquences de mes déductions et une trouille immense me ravage les intestins. Si je ne me trompe pas, le sénateur a tout intérêt à retrouver l'assassin avant la police et à le faire disparaître. Le pot de fer contre le pot de terre. Je n'ai aucune chance de sortir de cette souricière où je me suis fourré tout seul comme un grand. Je songe alors au nouvel inspecteur de l'agence régionale de santé dont m'a parlé Raymonde, ce grand type qui ressemblerait plutôt à un enquêteur privé et qui interroge tout le monde au lys blanc. Mais rien ne raconte des mensonges à propos de sa présence dans les locaux. C'est un homme du sénateur. Je descends par l'escalier et en passant sur le palier, j'aperçois Raymonde en train de s'échiner à pousser sur les roues de son fauteuil pour entrer dans la grande salle. Je change d'avis. Parler avec celle qui est devenue mon amie me fera sans doute du bien. Raymonde décèle tout de suite que quelque chose cloche. Que se passe-t-il, Charles? Vous n'êtes pas dans votre assiette. Impossible de lui cacher mon inquiétude que je tente de faire passer pour une contrariété passagère. Je ne veux pas lui montrer que je suis miné par l'angoisse. Je suis très contrarié, mon ami. Une chaînette qui appartenait à ma sœur. On me l'a volée dans ma chambre. Vous êtes sûr? Vous avez cherché partout? À notre âge, on oublie facilement où on pose les objets. Non, j'en suis sûr. C'est un bijou auquel je tiens beaucoup. Il était dans un petit coffret, une boîte à bijoux, comme en ont les jeunes filles. Ne vous inquiétez pas, Charles. Vous allez la retrouver. Elle pose sa grosse main toute chaude sur la mienne. Mais moi, je sais bien que je ne reverrai jamais cette chaînette et que cette maudite plaque Bobby va causer ma perte. Il faut que je surveille le type aux oreilles décollées. Il faut que je sois sûr avant de précipiter ma fuite. Pour le moment, il ne peut rien connaître de moi, ni de ce que j'ai fait. Pourtant, je réalise que mon enquête ne s'est pas déroulée dans la discrétion que je souhaitais. J'ai laissé des traces. Les amis de Cortésie, Fatima, Raymonde même. N'importe quel enquêteur pas trop débile recollera les morceaux immédiatement s'il tombe sur les bonnes informations. Si c'est ce mec qui a trouvé la plaque dans ma chambre, je suis mal. Je déjeune dans la salle du haut, sans appétit, l'estomac tenaillé par l'angoisse. Il faut que je sache quelles informations ce type a pu recueillir et qui il a pu interroger.
J'ai besoin de mesurer le temps qu'il me reste pour préparer une fuite salutaire. Je passe 2 heures derrière mon ordinateur à consulter les horaires des avions et des bateaux pour l'étranger. Où aller? L'Amérique du Sud semble constituer la destination la plus probable, les pays où il n'existe pas d'accord d'extradition avec la France. Au bord de la panique, je m'efforce de conserver mon sang-froid. Je dois rester lucide. L'après-midi, je suis dans la salle du premier étage. Le grand type à l'oreille dévastée est toujours là. Il vient droit sur moi. Il me demande s'il peut me parler. Il est très poli, courtois, mais ses yeux ressemblent à 2 gueules de Kalachnikov. Forcément, je dis oui, comment faire? Je suis liquéfié, et comme les chiens d'attaque, je suis certain qu'il doit flairer ma peur. Il me dit qui il est, un fonctionnaire de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il m'explique. Nous intervenons pour prévenir les risques, nous assurons des missions d'inspection-contrôle, sécurité sanitaire, fonctionnement des établissements, actes médicaux et pratiques des professionnels. J'ai été chargé d'auditer la maison à la suite des récents accidents. Pas possible, il me prend pour un con. Je n'en crois pas un mot, mais je le laisse venir. Il me pose des tas de questions sur la marche d'hélice blanc, le règlement intérieur, le respect des consignes par le personnel et par les résidents. Il note mes réponses sur un bloc en cochant des cases. Parfois, il écrit quelques mots, et je finis par me demander si je ne suis pas en plein délire parano. Des situations identiques, j'en ai connu dans mon métier, et finalement, il se conduit comme un authentique inspecteur en situation d'audit. Je me détends. Ma sonnette d'alarme se déclenche de nouveau lorsqu'il passe à l'histoire du chat. Pourtant, sa question est légitime. Après tout, il est missionné pour cette raison. Mais son angle d'attaque est vicieux. Il me demande si je connais Simon, ce que je faisais à ce moment-là, si je savais qu'il était allergique. Ça tourne bizarre, et je trouve que ces questions commencent à ressembler un peu trop à des questions de flic. Je me referme comme une huître dérangée, et mon niveau de vigilance monte d'un cran. Pourtant, il faut que je lui réponde, comme le ferait n'importe quel pensionnaire de la maison. Il ne faut pas lui montrer que je suis inquiet. Me rappelle pas, non. Mes réponses sont laconiques. Il faudra qu'il me tire les verres. Et là, sans transition, la chute de Bobby, vous êtes au courant de ce terrible accident dans l'escalier? Dou, dou, dou. Alarme. C'est l'alerte dans mon cerveau paralysé et la trouille me rattrape. Il poursuit avec des questions de plus en plus vicieuses. Je dois faire très attention à ce que je lui dis. Est-ce que je connaissais Bobby? Qu'est-ce que je faisais quand ça s'est passé? Ai-je entendu quelque chose? Après une demi-heure de pression, je suis lessivé, mais je crois que je n'ai rien lâché. Il me laisse, je m'en suis bien tiré. Tant qu'il en reste là, il n'a aucune raison de me soupçonner. Mais si c'est lui qui a volé la plaque dans ma chambre, je suis mort. Raymonde vient vers moi en poussant sur les roues de son fauteuil. Elle arbore son sourire des grands jours, et une joie ardente, épanouie, jubilante, se lit dans son regard un peu fanfaron. Elle me donne l'impression d'avoir ramassé le cep du siècle. Elle se gare à côté de ma chaise et fouille dans sa poche. Triomphante, elle en ressort ma chaînette qu'elle brandit sous mon nez. Éberlué, je parviens à bafouiller. Mais comment? Je l'ai retrouvée chez Eliette la pivoleuse, dit-elle en riant. J'ai tout de suite pensé à elle lorsque vous m'avez raconté votre mésaventure. Je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. Soudain mes tripes se relâchent, et le sumo qui s'était assis sur mon estomac se lève et part faire un tour. Mais il revient aussitôt parce que Raymonde me demande en me rendant la chaînette « Curieux cette inscription Bobby, si c'était un bijou de votre sœur. » Ouch! Le sumo reprend sa place sur mon plexus solaire. Un goût de bile me monte dans la gorge. Elle pose la question qui tue. « C'est le Bobby des Cheyennes, n'est-ce pas ?» Elle échange un long regard avec moi. Elle a forcément fait la liaison avec le coup de l'ADN, car son copain lui a bien évidemment parlé de la correspondance décelée entre les traces sur le mouchoir et celle de la mèche de cheveux. J'ai vraiment merdé, et elle a tout compris.
Je suis presque soulagé. C'est fini. Je finirai mes jours en prison, une autre sorte de prison. Mais à ma grande surprise, elle ne semble pas s'offusquer. Elle ne me juge pas, et savoir qu'elle se trouve devant un homme qui a froidement tué un vieillard en lui brisant la nuque dans un escalier ne semble causer aucun émoi chez elle. Alors, je lui raconte tout, depuis le début. J'ai parlé à voix très basse, comme au confessionnal. Raymond m'a écouté, tel un prêtre derrière son grillage, sans m'interrompre, avec une bienveillante attention. Et elle m'a donné l'absolution. Ce n'est pas moi qui renseignerai la police, Charles. Vous pouvez être tranquille de mon côté. Mais il cherche toujours l'ordinateur qui a disparu de la chambre de Bobby. Vous feriez mieux de vous en débarrasser rapidement, si c'est vous qui l'avez pris. Je suis étonné. Ce n'est pas moi, Raymond. Parce que lorsque je suis sorti de la chambre avec Bobby entravé sur sa chaise, le MacBook était toujours sur le bureau. Alors qui et quand? Si Myriam a appelé Eric tout de suite après la mort de son père, il lui a sans doute demandé de faire disparaître la machine. Après tout ce que j'ai trouvé dedans, ça ne m'étonnerait pas. Je l'ai suivi dès sa sortie des Lys Blancs. Il faut que je sache si je délire ou pas. On est arrivé en ville, j'ai pris soin de ne pas lui coller aux fesses de trop près. Le type s'est garé devant un bar de Haute-Rive, puis il est rentré et s'est assis à une table collée contre la façade vitrée tout près de la porte. Je rentre à mon tour incognito en tournant la tête pour lui présenter l'arrière de mon crâne et j'ai pris soin de me changer pour qu'il ne reconnaisse pas mes vêtements. Je me planque au fond du bar. D'où je suis, j'ai une vue impeccable sur son oreille ravagée et lui devrait faire une contorsion pour me percevoir. Je vois Fatima pousser la porte. Elle cherche une seconde du regard et je rentre la tête dans mes épaules en cachant mon visage derrière le magazine auto que j'ai raflé sur le bar en passant. Mais ce n'est pas moi qu'elle cherche. Elle le repère et s'attable face à lui. Je suis conscient de jouer les détectives à la noix. Si ce type en est vraiment un, de détective, il va me repérer tout de suite. Par chance, Fatima me tourne en partie le dos et ne risque pas de me reconnaître. Ils discutent longuement, le type prend quelques notes, puis il sort un billet de 200 € et le glisse sur la table vers la fille. Il ne relâche pas la pression avant qu'elle articule 3 syllabes. Je crois reconnaître mon nom dans sa façon de bouger les lèvres, à moins que je sois en pleine crise parano. Elle empoche l'argent et il se lève sans un mot de plus. À travers la façade vitrée, je les vois partir chacun de leur côté. Si c'est ce que je crois, Fatima vient de lui vendre son témoignage à propos de la carte clé de la chambre de Bobby, et je suis démasqué. Il faut que je me casse, et vite. Julie. Je relis pour la 100e fois les éléments du dossier et je compose le numéro de Serge Lemonnier sur mon téléphone. Je l'ai tenu au courant de la marche de l'enquête depuis le début et il est temps de boucler l'affaire. Il décroche à la seconde sonnerie. Procureur Lemonnier, j'écoute. Bonjour, monsieur le procureur, c'est Julie Templard. Je crois qu'on l'a. L'assassin des Lys Blancs? Oui, je voudrais le placer en garde à vue. Le faisceau de preuves est accablant. Doucement, capitaine, on parle de l'assassin du père du sénateur Bonduel. Il ne faudrait pas se lancer sans être sûr de ce qu'on fait. Racontez-moi un peu. Ok, je résume. L'enquête s'est déroulée sur des bases simples et claires, vu que les Lys Blancs sont fermés la nuit. L'assassin de Robert Bonduel est forcément quelqu'un de la maison, résident ou personnel soignant, à moins qu'un visiteur, parent ou fournisseur se soit arrangé pour se laisser enfermer dans les locaux. Mais je n'y crois pas. Vous me suivez? Bien sûr que je vous suis. Pardon, je ne voulais pas. Bon, nous avons interrogé les résidents en état de répondre avec cohérence. Il y en a une petite quinzaine, et aussi plusieurs familles qui visitent leurs parents régulièrement. Certaines ont noué des liens amicaux depuis qu'elles se croisent dans les locaux, à échanger des nouvelles, des inquiétudes, bref, ils se connaissent souvent bien. La directrice,
Myriam Desvignes nous a ouvert ses dossiers administratifs dans un bon esprit de collaboration, tant que nous n'avons pas débordé sur les informations confidentielles concernant la santé de ses pensionnaires. L'un d'eux, Charles Herman, est passé suspect numéro 1. Charles Herman, qu'est-ce qui justifie votre conclusion? Herman est particulièrement jeune et en forme pour résider au Lys blanc. Il conduit, dispose d'une voiture personnelle sur le parking, se déplace en toute liberté, ne rentre pas toujours déjeuner, et je ne saisis pas les raisons qui l'ont conduit à se faire héberger à l'EHPAD. Ce n'est tout de même pas le Club Med. Il y a un truc qui cloche, je l'ai flairé tout de suite. Bon, qu'avez-vous de plus sérieux? J'ai appris au fil des témoignages qu'il est devenu très proche d'une résidente, Raymonde Chapuis, et de l'époux d'une pensionnaire qui vient de décéder, Paul Cortési. Je n'ai rien pu tirer de Raymonde, mais j'ai appris par Cortési qu'Herman s'était beaucoup renseigné sur Robert Bonduel et sur Simon Lefiel. Attendez, qui est-ce celui-là? Un autre résident ami de Bonduel et qui faisait partie d'une bande à la Libération. D'après Cortési, tous deux ont été impliqués dans une histoire moche à la fin de la guerre. On les appelait les Cheyennes. Je n'ai pas mis longtemps à faire le rapprochement avec les figurines trouvées dans la chambre de Bonduel. Vous savez, les petits Indiens expédiés par la poste. Ah, voilà déjà qui est plus pertinent. Continuez, capitaine. On s'est demandé comment l'expéditeur avait pu se procurer ces figurines. Une recherche sur le net n'a rien donné. Des figurines d'Indiens comme celle-ci, il y en a des quantités en vente sur les boutiques en ligne, mais nous n'avons pas retrouvé le même modèle. J'en ai déduit que si Herman est notre homme, il a fait ses emplettes dans une boutique de jouets du département. Bien vu, et j'ai priorisé Toulon, d'où sont parties les lettres contenant les Indiens. Un commerçant a reconnu ces produits, mais il est incapable de se souvenir de qui les lui a achetés. Il ne reconnaît pas Charles sur une photo et se souvient plutôt d'un gamin, mais cela ne veut rien dire. Pas très probant tout ça. Je ne peux pas mettre Herman en garde à vue au motif qu'il conduit encore et qu'il a peut-être acheté des jouets dans une boutique où on ne le reconnaît pas. J'ai gardé le meilleur pour la fin, monsieur le procureur. J'ai repassé tous les témoignages du personnel et je me suis arrêtée sur celui de la femme de chambre de Bonduel, Fatima, machin chose. Je l'avais interrogée sur place moi-même, un peu fuyante, mal à l'aise, mais ces gens-là ont toujours peur des flics. Gardez vos remarques racistes pour vous, capitaine. Pardon. Bref, elle n'avait rien signalé de particulier. Je l'ai convoquée de nouveau à la gendarmerie pour la déstabiliser, parce qu'à part l'infirmière particulière, c'est la personne qui pouvait s'approcher régulièrement au plus près de la victime. Elle y fait le ménage 2 fois par semaine. Elle a fini par cracher le morceau. Herman l'a surprise en train de le voler. Il lui a dit qu'il ne la dénoncerait pas si elle lui prêtait la clé de Bonduel quelques minutes. Elle prétend la lui avoir laissé le temps de faire le ménage et qu'il la lui a rendue immédiatement après. Herman lui a demandé de se faire porter malade le mardi suivant, journée de dialyse pour Bonduel, certainement pour rentrer dans son appartement. Vous auriez pu commencer par là. Ça n'est pas tout, monsieur le procureur. Je le soupçonne aussi d'avoir tenté d'assassiner un deuxième résident, ami de Robert Bonduel, un certain Simon Lefiel. Il est mort à l'hôpital d'une crise d'allergie aiguë, déclenchée probablement intentionnellement par des poils de chat. Félicitations, Julie, beau boulot, je vous donne mon feu vert. Nous raccrochons en même temps, moi pas mécontente d'avoir tenu la dragée haute à Lemonnier, toujours trop pressée, trop directe. Je consulte ma montre, 18h15. Je récupère Arditi au passage et nous sautons dans une voiture de service. 3/4 d'heure pour aller jusqu'au Lys blanc. On va cueillir Herman entre le fromage et la crème caramel. 19h pétante, on débarque comme des cow-boys dans la salle à manger du second étage, mais pas de Charles Herman. Il a mis les voiles. Personne ne l'a vu depuis la veille au matin. J'étouffe un bordel de merde bien senti et je lance un avis de recherche. Je longe le quai et me mets dans la queue. Toujours aux aguets, je surveille mes arrières, avec l'inquiétante impression que les flics sont sur le point de m'arrêter ou que les sbires d'Éric Bonduel vont me tomber dessus. Je me demande quel serait le pire de ces 2 scénarios, mais peu à peu je me rapproche de la trappe qui avale voiture après voiture, avec le tranquille appétit de la baleine de Jonas. C'est mon tour, et j'embarque sur le Daniel Casanova. Mes roues franchissent enfin la passerelle dans un bruit de tôle libérateur.
La radio, que j'ai laissée allumée depuis que j'ai quitté les lys blancs à la cloche de bois, parle du meurtre. D'après le journaliste, la police aurait un suspect dans le collimateur qu'elle ne va plus tarder à arrêter. Elle rechercherait toujours un ordinateur et pense que c'est l'assassin qui l'a embarqué. Je grince des dents, ils sont même pas foutus d'imaginer un autre scénario. Mais à présent, cela n'a plus d'importance. Je suis scrupuleusement les consignes du matelot qui me guide à grand renfort de gestes, arrête la voiture au centimètre près, serre mon frein à main, et je descends de la revers. En sortant de la cale, je suis la cursive et m'engage dans l'escalier métallique qui conduit au pont supérieur. Il fait doux, malgré le léger vent qui balaie les superstructures. Je m'accoude au balcon arrière, et mon regard se perd sur le paysage urbain, les tranches napolitaines de la basilique, la dentelle de béton du Mucem. Je reste là, à rêver, lorsque la sirène du navire lâche 2 meuglements puissants qui me font sursauter. Le ferry, dont les énormes moteurs faisaient vibrer le pont depuis une vingtaine de minutes, commence doucement à se déplacer, pendant que sur le quai, des hommes libèrent le géant de ses amarres colossales. Le bateau s'est éloigné d'à peine 5 ou 6 mètres lorsque je vois une voiture arriver en trombe et piler au ras de l'eau. 2 Malabars en sortent. L'un d'eux a les oreilles en chou-fleur d'un jeune éléphant, et d'aussi loin je ne peux apercevoir les cicatrices qui se perdent dans les replis cartilagineux du pavillon. Mais j'ai reconnu le type des lys blancs. Il me voit sur la passerelle arrière. Il cherche un moyen de monter à bord, mais c'est trop tard. Jumbo croise mon regard et, fulminant, me fait un signe de gorge tranchée tout à fait explicite en passant son pouce sous son menton. Je lui réponds avec un doigt d'honneur. Ils m'attendront probablement à l'arrivée, à Alger, mais ils en seront pour leurs frais. Pendant que le bateau s'éloigne, je savoure cette fin de partie. Échec et mat. Les hommes du sénateur m'ont raté. Quant aux flics, ils ont au moins 12 heures de retard sur mes poursuivants. Ils ne m'auront plus. Pourtant, je laisse derrière moi un drôle de merdier et je pars avec un goût amer dans la bouche. Je repasse en boucle tout ce qu'il s'est passé. Je suis épuisé, j'ai le moral dans les chaussettes. Des idées noires tournent dans ma tête que le vent du large ne parvient pas à chasser. Du coin de l'œil, j'aperçois une ombre se déplacer. Un homme vient vers moi et s'accoude au bastingage. À Toulon, Bénédicte Chapiro s'apprête à sortir de son appartement. Un reportage en freelance pour le compte d'un petit magazine de luxe édité à Monaco. En ce moment, elle prend tout ce qu'elle trouve. Elle attend des réponses aux lettres de demande d'emploi qu'elle a envoyées un peu partout. Depuis son licenciement, toutes les portes se sont fermées pour elle dans la région. En passant dans le hall d'entrée, elle ouvre sa boîte aux lettres, comme elle le fait 2 fois par jour, on ne sait jamais. Une enveloppe matelassée a été glissée par le facteur dans le casier à courrier. Les tampons et le timbre indiquent qu'elle vient du Honduras. Intriguée, elle l'emporte, et une fois dans sa voiture, elle s'escrime pour déchirer le robuste emballage. À l'intérieur, elle trouve une clé USB à forte capacité de stockage et une lettre. Elle commence à lire, abasourdie. Cher Bénédicte, peut-être vous souvenez-vous de moi et de notre conversation à la terrasse de ce café-bar un jour d'avril dernier. Vous veniez d'être licencié et moi je démarrais à peine mon enquête. Vous trouverez sur cette clé la copie d'une lettre manuscrite signée par votre grand-père, datée de 1944, scannée et numérisée, qui vous rappellera de fort mauvais souvenirs. J'en suis désolé, mais je sais que cette copie vous aidera sans doute à faire la lumière sur la spoliation par Aldebert Bonduel, dont votre famille a été victime au moment de sa déportation. Je ne sais pas ce que vous pourrez en faire, mais elle vous aidera peut-être à refermer ce dossier douloureux. En revanche, vous trouverez également sur cette clé de quoi envoyer Éric Bonduel en prison, ou à défaut ruiner sa carrière et la réputation de sa famille. Puissent ces éléments vous aider à assouvir votre légitime soif de justice. PS.
Je sais que vous ne divulguerez pas votre source, et j'envoie la même clé au commandant Julie Templar, en vous laissant quelques jours d'avance. En vous souhaitant un très beau scoop, un ami heureux d'avoir pu vous aider. Caracas, Venezuela. Charles vient de sortir de Casa Hogar Bambi, un orphelinat pour garçons et filles de moins de 8 ans. Plus de 50 enfants y vivent, au cœur du quartier Antimano. Il est content de lui et se sent le cœur léger. C'est bon de faire du bien autour de soi. Il vient de laisser un chèque de 100 000 $ à l'association Tia Bambi pour aider les puéricultrices à s'occuper des plus jeunes et acheter des vêtements, couches, produits de puériculture, chaussures et jouets. Comme il l'a déjà fait pour la Fundación Niños del Sol ou encore l'association Damas Salesianas. Il rentre chez lui, à Turmero, dans l'état d'Aragua, à 100 km de Caracas. 1 heure et quart de route. La villa est magnifique, protégée par des grilles, une prison dorée. Il n'a plus sa Rover, abandonnée sur le Daniel Casanova quelques mois plus tôt, mais il est resté fidèle à la marque. Il l'a remplacée par une 75, dernier modèle haut de gamme du constructeur. La télécommande ouvre le portail renforcé et il gare la berline près de sa porte d'entrée. Il y a longtemps qu'il ne reçoit plus de courrier de personne, pourtant il vérifie la boîte aux lettres. Une habitude de son ancienne vie. Il y a une enveloppe. Le timbre est français, le cachet révèle qu'elle a été postée 3 semaines plus tôt à Haute-Rive. Elle est adressée à Carlos Delvar, son nouveau nom. Il résiste à l'envie de l'ouvrir sur le champ et pénètre dans la luxueuse villa. Une fois confortablement installé, le cœur battant un peu plus vite, il ouvre l'enveloppe avec soin. C'est une lettre de plusieurs pages. Belle écriture, ferme et fluide, calligraphie à l'ancienne, comme on apprenait à l'école lorsqu'on savait encore écrire proprement. Il va directement à la fin, à la signature. Elle est de Raymonde. Mon cher Charles, j'avoue avoir versé des larmes de soulagement et de joie lorsque j'ai appris par les infos à la télé votre suicide à bord du Daniel Casanova. J'ai bien reçu votre lettre et votre généreux virement, et je vous en remercie. À la lecture des journaux, je comprends que vous avez parachevé votre vengeance. Éric Bonduel est foutu. Je suis heureuse que vous ayez récupéré cet argent mal acquis et que vous allez utiliser pour une noble cause dans ce pays qui a pourvu tant d'enfants de façon illégitime à l'ignoble commerce de la famille Bonduel. 4 millions d'euros, Mazette. C'est d'autant plus drôle que le sénateur a dû s'étrangler de rage en découvrant que l'argent a été viré quelques heures à peine avant la mort de son père avec son propre mot de passe. Mais je dois vous faire une confidence, vous ne savez pas tout de moi. Lorsque je vous ai vu arriver au lys blanc, j'ai tout de suite su qu'il y avait anguille sous roche. Et après vos confidences sur le tragique destin de votre sœur, j'ai compris pourquoi vous étiez là. J'ai décidé de vous appuyer et je suis heureuse d'avoir pu le faire en vous aidant à démasquer ces salauds, en retrouvant pour vous la chaînette de Bobby disparue et qui vous avait causé un si vif émoi et en organisant votre disparition. Lorsque vous m'avez avoué vos meurtres, vous avez dû penser que je vous donnais bien rapidement l'absolution. Comment aurais-je pu vous blâmer? J'avais moi-même commencé à nettoyer le terrain 50 ans plus tôt. Je n'ai pas toujours vécu à Paris. Lorsque je venais d'avoir 20 ans, je vivais comme vous dans le Var, à Bignes, à 12 kilomètres de Haute-Rive. Et j'ai été, moi aussi, la victime des Cheyennes, violée. Cela s'est passé en mai 1945. J'ai quitté Bignes avec la résolution inébranlable de me venger des pourritures qui m'avaient fait ça. 20 ans plus tard, j'avais 40 ans, et je m'étais constitué un cercle d'amis fidèles rencontrés au fil de l'eau dans mon café-bar que j'avais acheté une dizaine d'années plus tôt. Il n'y avait pas que des flics, mais aussi des courageux garçons mal partis dans la vie auxquels j'avais rendu des services, vous me connaissez. Parmi eux, j'avais un amant qui était au courant de tout. Amoureux fou de moi, il m'a juré qu'il éliminerait mes violeurs un par un. Il m'avait dit que le délai de prescription de 10 ans nous protégerait d'une condamnation trop lourde au cas où nous serions arrêtés. En 1965, il a buté Soulier pour moi en organisant un accident de chasse.
En 1975, il a eu Balthazar en le faisant écrabouiller par son tracteur. 10 ans plus tard, en 1985, nous avons raté Chanal, qui, tombé de son échelle, s'en est sorti vivant, paralysé et impotent. Mais le châtiment s'est avéré encore plus dur pour lui. Il paraît qu'il a ouvert les yeux comme des soucoupes lorsqu'il a vu Mario, qu'il ne connaissait pas et qu'il attendait sur son toit. Il me restait les deux autres, Simon et surtout Bobby. Mais Mario est mort en 1983 sans jamais avoir été inquiété par la police. Je l'ai beaucoup pleuré. Finalement, il a été l'homme qui a fait le plus pour moi dans ma vie. Il avait 57 ans, j'en avais un de plus. Je me suis retrouvée toute seule avec mon envie de vengeance inassouvie qui me bouffait de l'intérieur. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'Éric Bonduel avait ouvert un EHPAD où il avait installé son vieux père Bobby et les copains Cheyenne qui lui restaient, y compris Chanal, complètement grabataire depuis que mon Mario s'était occupé de lui. J'y ai vu une occasion unique de me rapprocher de mes ennemis. J'ai fait comme vous, pour être au plus près d'eux. L'année suivante, j'étais pensionnaire au Lys Blanc. Lorsque j'ai compris que vous étiez venu régler vos comptes, j'ai pensé que le ciel vous envoyait comme un archange exterminateur. Vous étiez bien plus jeune que moi, plus mobile, plus libre de vos mouvements. Je vous ai aidé du mieux que je pouvais, et vous êtes allé encore plus loin que j'aurais pu le faire en détruisant aussi la réputation et la carrière du rejeton pourri de la famille, Éric. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider à démasquer ces salauds, et ensuite de vous avoir aidé à quitter la France. J'ai su par mon ami que vous aviez débarqué sain et sauf en Algérie, même si le séjour de nuit passé dans le coffre de sa voiture n'a pas dû être très confortable. Mon Dieu, à nos âges, nous ne sommes pas si souples. Mais bon, il vous a débarqué du ferry sans encombre, et c'est l'essentiel. Votre ami pour toujours, Raymond. PS, je suis heureuse aussi que votre nouvelle identité se relève aussi efficace. Vous voyez, j'ai encore de bons amis fidèles et sûrs dont vous faites partie. Comme je vous l'avais dit, ce passeport valait bien 10 000 euros. Au fait, Priscilla a donné sa démission 2 semaines après votre départ. Des problèmes dans son couple, semble-t-il. Elle est partie sans me dire au revoir. Ne regrettez rien, elle n'est plus de votre âge, vous savez. Fine mouche. Julie. Voici presque 4 mois qu'on a retrouvé la trace d'Herman sur un ferry faisant le trajet Marseille-Alger, d'où il semble s'être suicidé en sautant à l'eau. Il a laissé un mot d'adieu que nous avons authentifié. C'est fini, j'arrête. Le procureur a fermé le dossier. J'ouvre le journal. En page 3, un gros titre me saute aux yeux. Comment la famille Bonduel a construit sa fortune. L'article, paru d'abord sur Mediapart et manifestement repris par tous les grands quotidiens nationaux, est explosif. Signé Bénédicte Shapiro, il évoque la façon dont la famille Bonduel aurait spolié une famille juive déportée en 1944 et aurait assis sa fortune sur ce crime de guerre. L'article publie la copie d'une lettre manuscrite datant de l'époque, dont la journaliste affirme détenir l'original, attestant la véracité de cette lourde accusation. Elle affirme que les éléments sont dans les mains du Sénat, qui a aussitôt ouvert une commission d'enquête. Par un jeu de coïncidences étranges, le brigadier qui trie les courriers chaque matin a déposé hier sur mon bureau un petit paquet soigneusement emballé dans une pochette matelassée. Il vient de loin, celui-là, commandant. J'ai déchiffré les timbres décorés d'oiseaux tropicaux et de fleurs somptueuses. Je n'ai pu m'empêcher de penser que l'expéditeur avait mis un soin particulier à les choisir, comme pour manifester une attention délicate à mon égard. Les tampons de la poste indiquaient que le colis venait du Guatemala, où je ne connais absolument personne. Pourtant, il était adressé à l'attention personnelle du commandant Julie Templar. J'ai ouvert, rempli de curiosité. À l'intérieur, j'ai trouvé un disque dur sur lequel figurent toutes les données de l'ordinateur de Robert Bonduel, celui que nous n'avons pas encore retrouvé. J'ai immédiatement saisi notre cyberbrigade qui y a découvert des fichiers extrêmement compromettants, accompagnés de tous les mots de passe nécessaires pour déverrouiller les dossiers cryptés. Les premières analyses mettent à jour tout un trafic d'enfants, des dissimulations d'argent, des comptes offshore, de quoi envoyer le sénateur à l'ombre pour quelques longues années. Personnellement,
Je crois que Charles Herman est bien en vie, quelque part. From the dust